C'est avec grand plaisir que je vous annonce le retour de la sauce Bitcoin. Après un an d'absence, je suis de retour pour interviewer la francophonie bitcoiner partout à travers la planète. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant j'habite au Mexique. J'ai quitté le Québec, ça fait maintenant environ un an. Et c'est une nouvelle occasion pour moi pour trouver des bitcoiners partout à travers la planète, pas juste là où je suis né, à Montréal. Pour le 14e épisode, je me suis assuré de revenir en force. J'ai invité Étienne Luquet, le chef des affaires réglementaires chez Bitso, un des plus gros échanges en Amérique latine de crypto et de Bitcoin. Vous allez voir, c'est un personnage très intéressant. Il est d'origine franco-mexicaine, donc il parle parfaitement français et ce fut un plaisir de l'interviewer. J'espère que vous allez apprécier aussi et que ça va vous donner le goût de peut-être visiter le Mexique et venir me voir. Si vous avez des invités à me proposer, je suis toujours ouvert et d'ailleurs, si vous êtes francophone et un Bitcoiner, s'il vous plaît, contactez-moi. Je suis curieux d'entendre votre histoire. Bonjour à tous, à l'épisode numéro 14 de la sauce Bitcoin. Après un an d'inactivité, je reviens en force maintenant au Mexique avec également un invité franco-mexicain. Donc, ça reste toujours en français. C'est un plaisir d'avoir Étienne Luquet avec moi, le responsable des affaires réglementaires chez Bitso, un des plus gros échanges de crypto, de Bitcoin en Amérique latine. Donc, bienvenue, Étienne. C'est un plaisir de t'avoir sur le show, le podcast. Merci Massiège, un plaisir d'être ici et un plaisir de pouvoir parler aux francophones, bon, aux biconnaires francophones, quoi. Super. Donc, je commençais avec la question qui tue. C'est quand que tu vas te libérer pour Euh, venir à notre meet-up à Querétaro, finalement? Justement, là j'essaie de planifier un truc avec mon cousin et il faut que j'y sois au moins pour le prochain ou sinon celui qui suit. Mais il faut que j'y aille et inviter tout le monde qui puisse aller parce que c'est vraiment un effort magnifique et c'est très bien de construire une communauté donc, à Querétaro. Ouais, c'est un peu une blague, mais oui, on t'attend avec Ouais. impatience. Le prochain, c'est le 16 mars. Donc, Le 16 mars, ok, là, tu le sais d'avance. là, je sais d'avance, ouais, là, ce sera un jeudi, non, c'est vrai? Un jeudi, oui. Un jeudi, ok. Donc, ouais, je programme, quoi. Super, parfait. Hein, parfait. Do- Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être curieux justement de ton origine franco-mexicaine. Est-ce que c'est une histoire particulière d'immigration française au Mexique? Est-ce qu'il y a une histoire de culture française au Mexique beaucoup d'immigrants qui sont arrivés il y a quelque temps? C'est comment Oui, ça vient d'où tes origines? ah bon, moi donc mon père est français, donc, il vient de la Normandie et il a décidé donc de faire ses études aux États-Unis, et c'est là qu'il a connu ma mère qui est mexicaine, qui faisait ses études aux États-Unis. Et tout d'un coup, il est venu vivre au Mexique, et il a considéré que le soleil et le climat était beaucoup meilleur qu'en France, quoi. Donc, et il a décidé de rester ici. Mais pour répondre à ta question, et c'est très important parce que donc la communauté française au Mexique est très importante, ou la communauté franco-francophone, euh, aux francophiles francophones, dérivent donc tous les gens qui ont fui la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, et tu as eu pas mal de gens qui sont venus vivre ici, et même un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et surtout donc des gens qui viennent d'un petit peuple, bon, euh, qui se trouve tout près donc, des Alpes, qui s'appelle Barcelonnette. Et donc, tu as des grandes familles donc, qui sont venues donc, s'installer au Mexique, qui viennent de Barcelonnette et qui ont fait fortune au Mexique, quoi, et ils ont créé une grande communauté. Et si tu veux, donc, par exemple, les gens qui sont en charge du lycée franco-mexicain, donc, ou des écoles françaises au Mexique, sont en relation avec ces familles qui ont fui donc, la Seconde Guerre mondiale et sont venus s'installer ici, quoi. Donc, et en plus, avant ça, donc, je ne sais pas si tu as vu, si tu savais ça, quand les Français sont venus envahir le Mexique, donc,
on n'a plus de Maximilien, ben, tu as pas mal de Français qui sont restés donc, dans les côtes de Veracruz ou sinon au Puebla. Et jusqu'à date, tu retrouves avec des noms de famille français donc, sur ces États-là, quoi. C'est très intéressant que tu mentionnes. Oui, je suis au courant. J'ai visité également le château de Maximilien à Mexico City. Ah, ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que Étienne mentionne, les Français se sont vite fait chasser du Mexique. J'ai oublié les années exactement, mais il y a eu un règne pendant 5 ans Est-ce que c'était un roi? C'était pas un roi, c'était un... Oui, ouais, c'est un empereur, donc l'empereur Maximilien, donc Mhm, de la couronne d'Habsbourg. Et c'était donc. C'est marrant comme histoire parce que c'est les mêmes Mexicains, c'est les conservateurs qui ont fait venir un empereur donc pour avoir une espèce de monarchie au Mexique. Et, et donc, bah, les Mexicains n'ont pas aimé ça et fin de compte, ça s'est mal passé pour lui. Mais ils avaient l'appui donc des puissances européennes. Donc ça, tout ça pour que tu saches. Et aussi donc bah ça c'était en 1862. Donc mhm. Et c'est et possible donc encore de visiter aujourd'hui le château de Maximilien, dans le fond, ouais, à Mexico City. Je pense que c'est le seul château qui est considéré comme tel en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. exact, Donc, une espèce de exactement, ouais. palace au top d'une montagne. Je l'ai visité 2 fois déjà. Une fois avec ma mère qui est venue il y a environ un mois. Donc, vraiment à visiter. Donc, oui, ça pourrait faire un podcast en soi, juste Ouais, parler. ouais, ouais, bien d'accord, ouais. Et surtout Est-ce savoir que les Français. ouais, non, Pardon, dis-moi, ouais, pardon. non, s'il te plaît. Est-ce que les Français ont réussi à préserver leur culture? Est-ce que les enfants, ils parlent français ou ils se sont fait assimiler d'une certaine façon par la culture mexicaine qui est Ah, assez forte? c'est très bonne question. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est moitié-moitié. Donc, et là, tu retrouves avec des familles comme la mienne, donc où on parle moitié français, donc moitié espagnol, ou même on parle le frognol, tu vois, où on commence à, à prononcer donc, ou à intégrer des mots qui n'existent pas en français, donc des mots en espagnol, et on les fait paraître comme si c'était des mots en français. Par exemple, et ça, c'est un truc assez marrant. Un Français qui habite au Mexique te dira qu'il y a beaucoup de trafic, tu vois. Et quand ça n'existe pas, tu vois, il faut dire il y a beaucoup de circulation ou c'est cette espèce de mots qu'on commence à intégrer et que donc si tu reviens en France ou tu vas au Québec, non, les gens te diront bon, mais lui il parle pas français ou il commence à inventer des mots qui n'existent pas quoi. Ben, tu vois, Mais au c'est un peu Québec, ça on quoi. dit trafic aussi. Au Québec, on dit trafic aussi. Ah, tu vois, bah, Ah. je pense que là c'est plutôt l'influence des Américains quoi, non? Parce que c'est marrant, mais je te dis, donc, et par exemple, là au lycée, on se retrouve avec le frangnol, quoi. Et tu avais les profs qui Mhm. corrigeaient, surtout les profs qui venaient de France, quoi, disaient, bon, vous parlez quoi, vous, dans cette espèce de, de mélange assez bizarre, quoi. C'est intéressant. Oui, parce que j'ai entendu parler par exemple, aussi de personnes qui sont venues des pays arabes ou par exemple le Liban. Moi, par exemple, je suis allé à un resto polonais parce que je suis d'origine polonaise à Mexico City. Et Ah, lequel? la Mazurka? mazurka, oui. Ouais, il est bon, hein? Ah, il est bon, ouais. Ça Ouais. goûte vraiment le polonais, donc j'ai été content de voir ça. Mais par contre, celui qui m'a accueilli, le manager, le propriétaire, c'était la seconde génération des personnes qui avaient immigré au Mexique. Mais lui, quand j'ai dit Dzień dobry, bonjour, il était vraiment content. Mais lui, malheureusement, il parlait pas Il polonais, paraît plus, non. sauf quelques mots, mais il était très excité d'avoir un Polonais Ah, qui vient goûter. Donc, c'est bien que certaines cultures ont réussi à préserver, mais je pense que la culture mexicaine en général est assez forte ouais, pour assimiler les gens en général. ouais, donc, mais c'est marrant parce que je dirais, c'est pas seulement les gens qui sont français, qui viennent d'une famille française, t'as beaucoup de francophiles, francophones, tu vois, des gens qui sont attirés par la langue et la culture. Et c'est important parce que donc,
Et c'est un phénomène qu'on voit aussi avec bon, les écoles américaines ou sinon les écoles allemandes. C'est le fait que tu as des parents mexicains qui veulent que leurs enfants parlent français couramment, tu vois. Donc, c'est être complètement imbibé dans la culture française et donc profiter de, de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est intéressant parce qu'en même temps, tu as, des Mexicains qui n'ont rien à voir avec la France, qui deviennent francophones, francophiles, quoi, non? Et parfois, ils marient des Françaises ou ils partent vivre en France, quoi. Ou sinon au Québec aussi. Mhm. Donc, c'est un peu une notion de prestige que le français en général euh, Ouais, a. c'est un peu, ouais. Ouais. Ça peut, tu vois, donc, quand quelqu'un te dit tu parles français, il répond toujours oh là là, tu vois, c'est un peu comme le fait d'être chic. Ouais, Ouais, non, le grand monsieur. ouais, justement. Donc, Ah, c'est c'est marrant, intéressant. quoi. Ouais, ouais. Parfait. Justement, d'ailleurs, la dernière personne que j'avais interviewée aussi, c'était également un franco-mexicain. Donc, c'est un Ah, hasard, mais je pense qu'il y en a plus que l'on croit. que l'on Mais bon, croit, ouais. On est partout, hein. c'est seulement, c'est difficile de les trouver parmi la masse de Mexicains mexicains. Donc, c'est Ouais, ça faudrait le ouais. challenge, mais bon. Euh, Sautons un peu maintenant dans le vif du sujet. Un peu, bon, je voulais t'inviter, parce que c'est un podcast Bitcoin, donc on va arriver à en parler de ça. Mais je voulais parler un peu au début de ta carrière en tant que conseiller juridique, en tant qu'avocat. Ah Donc, ouais. j'ai vu que tu faisais beaucoup de. Je pense que ça a influencé ta façon de voir le monde et le Bitcoin probablement. Donc, j'ai vu que tu faisais des litiges dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, expropriation, anticorruption et que tu es devenu éventuellement le chef du bureau du Conseil juridique fédéral mexicain. Donc, c'est assez Ouais. un gros titre qui fait peur. Donc, je me demandais un peu ce que tu faisais, Bah, comment tu. justement, c'est mon histoire pour mon chemin donc pour retrouver Bitcoin est assez bizarre parce que bah, j'étais avocat d'État, tu vois, et vraiment, il y a pas plus de statiste qu'un avocat d'État. C'est l'avocat qui défend l'État. Donc, tu vois, mon job, c'était justement d'être en charge de tous les litiges donc, du gouvernement fédéral et gagner ça à la Cour suprême ou dans d'autres tribunaux fédéraux. Et donc, l'expérience était donc comment donc gérer un État constitutionnel, tu vois, dans certaines limites et comment donc l'État donc essaye de gérer donc sa position envers les individus et son intervention dans l'économie, l'éducation et autres matières. Et donc là, c'est marrant. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de quitter donc, la politique. J'ai quitté la fonction publique. Et parce que j'étais attiré par les technologies, tu vois, mais je n'avais pas encore une très bonne idée de ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Pour moi, donc, le fait, par exemple, de travailler pour Google ou travailler pour une boîte tech était assez alléchant, tu vois, parce que c'était moderne, ça changeait un peu la bureaucratie. Mais donc, je conservais un peu cette vision. Donc, bon, l'État fait ce qu'il peut parce que l'État est bon et l'État donc doit gérer nos vies, quoi, non? Et c'est marrant parce que donc après ça donc j'ai commencé à faire ce que je faisais donc en tant qu'avocat donc des litiges et du conseil juridique pour des boîtes tech et c'est là que je vais rencontrer donc Bitcoin. Bon, j'ai rencontré Bitcoin un peu avant. Pour être sincère avec toi, j'ai rencontré ça en 2017. Mais encore en 2017, pour moi, il n'y avait aucune différence entre Bitcoin ou autres cryptos ou même des actions ou tu vois des valeurs ou quelque chose pour investir. Et donc, je commence justement donc à faire cette lecture. Et c'est justement à cause des Canadiens, parce que donc tu sais, il y a un mouvement canadien assez fort
hyper maximaliste. Et donc, tout d'un coup, en 2018, je me retrouve avec un magasin, Bitcoin Magazine. Donc, et là, je commence à lire. Bon, tu vois, je dis, bon, c'est intéressant. Mais tout d'un coup, donc, il y a une pub de Bull Bitcoin. Tu vois, et là, tu vois, c'est un truc comme donc il faut incendier les banques, donc détruisez le système. Je dis, bon, bon, ok, je comprends pas un peu, mais ça m'a donné de j'étais intrigué. Je dis, donc, est-ce que c'est vraiment il y a une il y a plus de philosophie que de ce qu'on pense, quoi. C'est pas seulement donc le gadget du moment. Et là, je commence à lire un peu et je suis pris, quoi. Non, et je commence à rentrer dans le rabbit hole, non? Comme on dit. Mais entre-temps, donc, imagine-toi une formation de plus de 20 ans comme avocat d'État, c'est pas évident de lâcher, quoi. Donc, au début, tu commences à essayer d'expliquer comment Bitcoin peut donc être fonctionnel à les intérêts de l'État. Donc, tu commences à penser, par exemple, ouais, si l'État veut pas de corruption, il faut utiliser une technologie comme la technologie blockchain, etc., etc. Mais tout d'un coup, donc, à un moment donné, tu retrouves avec cette question. C'est bon, vraiment, le code en tant que soi, c'est la mise pour la destruction de l'État, quoi. Et une fois que tu rends compte de ça, là, ça devient beaucoup plus difficile de gérer, de te gérer en toi-même d'une façon différente. Donc, euh, pour moi, la, la transition était assez compliquée, mais à un moment donné, donc, après avoir quitté l'État et après avoir été dans une boîte d'avocats, donc un cabinet d'avocats pendant un an et demi, j'ai décidé d'aller donc passer ma vie chez Bitcoin et l'ambiance. Tu vois, j'ai commencé à organiser des meet-ups, tu vois. Ça s'est passé donc d'une façon assez gentille, assez simple. Mais j'ai traversé, donc, disons, d'une côté d'un continent à un autre continent, quoi. Et je me suis retrouvé du bon côté, je crois. Donc, je ne sais pas si tu veux que je développe un peu sur ça, mais. Tu avais les pieds chez l'ennemi, dans le fond. Oui, oui, justement. Et tu vois, c'est marrant parce que je comprends très bien comment réagit l'État et comment pense l'État, tu vois. Donc, en même temps, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir donc est-ce que l'État pense donc du Bitcoin ou comment ils se sentent menacés par ce que ça représente, tu vois. Et je peux dire et ça, on le voit partout. Donc, on essaie de faire passer des régulations ou des lois, mais c'est encore sans avoir un contexte technologique et philosophique de quoi il s'agit, tu vois. Donc, quand tu parles aux gens qui sont à l'État, ils ne comprennent pas de quoi tu parles, tu vois. Ils pensent que tu parles d'un bibelot, donc, qui ressemble un peu à un jeu vidéo, quoi, non? Ou une espèce de technologie qui peut être utilisée pour les choses qu'ils veulent. Donc, moi, je continue à parler à des régulateurs qui me disent toujours, donc, ouais, mais c'est très simple. Donc, on jette Bitcoin à la poubelle et on reste avec la technologie blockchain. Et ça, c'est très bien parce que ça nous permet de faire X, Y, Z. Tu vois, donc, ça revient au même problème. Ça me rappelle un peu donc l'anecdote c'est pas les Aztèques, mais c'est les Indiens qui ont vu les Espagnols arriver donc dans les côtes, tu vois. Donc, et comme les Indiens n'avaient pas de paramètres de référence pour savoir ce qu'ils voyaient, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils voyaient, tu vois. Donc, tu avais des bateaux donc avec des Espagnols qui venaient sur la côte, mais ils ne pouvaient pas donc comprendre ce qui se passait, ils ne pouvaient pas décrire ce qui se passait. Et pour moi, donc, c'est un peu le phénomène que je vois aujourd'hui avec l'État, les régulateurs. Euh, ils essaient, ils pensent qu'ils comprennent ce qu'ils voient, mais ils ne se donnent pas le temps de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Je comprends. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une conférence au Mexique qui s'appelle Blockchain Land, qui était vraiment axée justement plus sur la collaboration entre l'État et le potentiel que peut amener la technologie blockchain. Donc, je me sentais vraiment dans un discours un peu plus 2017-2018. Et d'ailleurs,
sans faire exprès, j'ai dit, j'ai rencontré l'organisateur. J'espère que lui, il parle pas français puis il va pas écouter le podcast. Je pense pas. Mais je lui ai dit, sans savoir qui était l'organisateur de la conférence, qu'il y avait vraiment beaucoup de shitcoin. J'ai vraiment été gêné de. euh, mais je comprends entièrement ce que tu veux dire, c'est qu'ils vont parler de la technologie blockchain pour justement des contrats légaux ou des technologies IoT sans comprendre vraiment la révolution monétaire ou idéologique de société que Bitcoin pourrait apporter. Si je résume bien, peut-être. Oui, c'est un peu l'idée que te- il voit pas que le point, c'est de décentraliser, tu vois. Et dès le moment où tu décentralises, tu n'as pas besoin d'eux, quoi. C'est un peu le bottom line, donc qui ne comprennent pas. Et donc, c'est cette espèce de dialogue, mais je dirais un peu un dialogue assez complexe parce que donc, je ne crois pas on parle des mêmes choses, tu vois. Et même quand on parle des mêmes choses, les, les priorités donc, des régulateurs ne sont pas celles des gens qui comprennent la technologie. Donc, c'est loin de comprendre, par exemple, et c'est une chose assez bizarre, tu vois. Un jour, il y a un régulateur, monsieur, madame X, qui me demande, donc, pourquoi est-ce que les jeunes sont tellement pris par cette technologie? Je dis, bon, c'est très simple. Imaginez donc que vous n'avez pas besoin d'une banque ou d'un horaire pour faire un transfert, donc, ou pour payer ce qu'on veut, quoi. C'est 24 heures sur 24, 7 jours à la semaine, 365 jours par an, quoi. Et elle me dit, ouais, mais bon, en même temps, donc les banques, elles sont assurées, il y a d'autres choses, donc c'est pas seulement le fait de pouvoir bouger ton argent. Disons. Donc déjà, le son de côté la possibilité d'être complètement souverain parce que c'est mon argent et je bouge quand je veux. Hein. Mais le fait de penser que je suis disposé donc à donner donc la possibilité de bouger mon argent quand je veux, comme je veux, chose qui va contre l'idée même de penser que tu es propriétaire de ton argent, tu vois, que c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le gérer quand il veut. Euh, c'est c'est euh, cette impression, et moi je peux dire, parce qu'au Mexique, tu sais, donc on a eu une crise financière horrible en 94, c'est penser que les institutions telles qu'elles sont maintenant seront capables de répondre à un problème, tu vois. Et je pense que pas seulement en 1994, 2008, non, et justement 2008-2009 comme point de partie de Bitcoin, c'est l'exemple de pourquoi euh, est-ce qu'ils pensent que devrait être une raison suffisante pour que les gens restent dans le système actuel, le système financier actuel, ne fonctionne pas, quoi. Non. Je comprends. Et en même temps, le Mexique a déjà une grande partie de son économie qui est informelle, qui est de l'économie grise, comme on appelle. Ouais, Les gens sont habitués à s'échanger avec le cash ou ouais. euh, pas nécessairement faire confiance justement aux banques à la base. Euh, est-ce que tu crois que la population mexicaine, justement, elle Ah, serait prédisposée pour à moi, adopter le Bitcoin? oui, tu vois, là tu vas sur un point qui est très, 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 très intéressant parce que, disons, si moi je reparlais avec toi il y a 5 ans, je t'aurais dit, donc vraiment, on avait euh, on était très derrière en sens d'institutionnalisation, donc état de droit, etc., etc., tu vois. Mais maintenant, quand je me mets à penser d'un point de vue complètement opposé, c'est-à-dire Bitcoiner, et tu vois donc ces manifestations d'un marché complètement naturel, organique, tu vois. Je pense que tu as vu ça donc, dans les rues de Mexico, dans les rues de Querétaro. C'est des marchands qui viennent vendre ce qu'ils veulent sans avoir, sans avoir euh, l'appareil de l'État derrière eux, tu vois. Donc, les régulations, etc., etc., etc. C'est beaucoup plus libre dans ce sens-là. Donc, tu t'as pas, t'as pas un bureaucrate qui est derrière toi pour te dire donc combien doit peser donc le poulet que tu vends ou t'as pas, tu vois, quelqu'un dit donc si vous voulez vendre du café, tu peux seulement vendre du café. J'ai vu ton tweet justement sur le café, je trouvais ça génial. C'est vrai que le Lequel? fait sur la vente de café, non?
Euh, Peut-être c'était pas moi. Je me rappelle pas. C'était pas toi? Ah non, non, ok. Je Bon, sais pas. ok, ok. Donc, c'est un peu cette contrepartie de dire, donc, bah, justement, nous, on n'a pas permis que l'État rentre dans tous les crévices donc, des activités humaines, tu vois. Et c'est bien. Et justement, c'est ça qui a permis au Mexique, par exemple, et ça, on l'a vu pendant la pandémie, de rester donc, beaucoup plus flexible donc, sur certaines politiques qui ont été draconiennes dans d'autres États, donc la France ou le Canada ou les États-Unis. Oui, c'est ça qui explique pourquoi je suis ici. Le Bah, Mexique tu vois, était le Mexique était le seul pays qui était ouvert euh, dans tout le monde. Donc, je pense que ça. D'ailleurs, j'ai fait une présentation un peu sur les digital nomades et tout ça. Et le Mexique a fait un bon choix en restant ouvert parce que beaucoup de personnes nouvelles ont découvert le Mexique pas nécessairement par choix, mais pratiquement par la par force parce que c'était nécessité, le quoi. seul pays où pouvaient s'échapper. Ouais. Par nécessité également, exactement. Et donc, après, ils ont vu le potentiel ou la culture mexicaine et beaucoup sont tombés amoureux, ont Ouais. décidé de rester ou du moins adopter un mode de vie où ils reviennent ici plus souvent. Donc, je trouve ça intéressant. Ouais, que je te dis, avant j'étais dans un cabinet d'avocats, donc et dans le cabinet, pendant la pandémie, on a eu des tonnes non, de Français, d'Allemands, de Canadiens qui voulaient acheter donc ici, qui ont dit bon, bah, je reste ici. Pas seulement à la plage, hein, aussi partout quoi. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Et là, tu vois, on dira ce qu'on voudra, c'est la gestion. Et je veux pas rentrer dans la politique, mais la gestion n'est- était assez correct, tu vois. Et d'autre part, on ne s'est pas endetté aussi. Donc, tu vois, ça paraît que le Mexique deviendrait une espèce d'État plutôt euh, hands-off, tu vois, donc de ce qu'ont fait tous les autres États. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, donc, dont la première ministre vient d'être bon, bien de démissionner parce que je pense qu'elle supportait plus donc le fait d'avoir commis tellement d'erreurs donc euh, Oui, elle pendant s'est fait cette période renvoyer quoi, peut-être. non. Eh bon, ouais, 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 il y a personne qui l'aimait donc mais mais c'est marrant et là maintenant que t'es ici, Massier, je pense que tu vois un peu de quoi il s'agit, quoi. Donc, ben, on laisse faire un peu parce que on sait très bien que déjà le coût d'avoir un État qui est partout, donc a des répercussions sur les impôts. Tu vois, c'est cette espèce de cercle vicieux que, qui se donne dans d'autres pays, quoi. Non. Non, je comprends. Tu sens définitivement que l'État n'a pas autant de force sur ta personne, sur ta liberté ici. Évidemment, je peux ne parler que d'un point de vue d'un étranger. Ça peut être différent d'une personne qui est pauvre peut-être au Mexique ou d'une personne qui est riche. Donc, je peux pas témoigner pour ces cas-là, mais personnellement, d'un point de vue d'un étranger qui vit au Mexique, c'est définitivement le cas. C'est un sentiment de liberté qui est difficile à ignorer. Et je me sens plus pratiquement chez moi ici qu'au Canada. Quand je reviens, je me sens bizarre maintenant au Canada, maintenant que j'habite au Mexique. Mais bon, ça c'est on dérive un peu. Ouais, un peu. Mais, mais un autre point que je voulais mentionner, je pense que le Mexique fait un bon choix justement à pas trop suivre l'espèce de directive que tous les autres pays suivent. Même chose au niveau de l'Ukraine. Je pense que Mexique c'est pas trop mêlé, veut pas trop se mêler à ces problèmes-là. Je pense que le Mexique a aussi beaucoup de problèmes internes à gérer également. Donc, euh, je pense que c'est une bonne stratégie d'un point de vue international de pas trop s'incruster dans les scandales internationaux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu vois, pour moi, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans un moment de l'histoire où on essaie de forcer donc une certaine narrative, tu vois. Et,
Et le fait de ne pas aller contre ce narratif, mais de dire donc, moi je ne veux pas te mêler à ça, et reste pour moi une façon intelligente de gérer. Donc, parce que, fin de compte, on ne sait jamais, et je pense que la pandémie est un très bon exemple, on ne sait jamais en quoi ça va finir, tu vois. Et c'est un peu cette, cette vision de savoir que peut-être les experts sont pas tellement experts ou tellement intelligents comme on pensait, tu vois. Et donc, ce qu'ils disent aujourd'hui sera démenti bientôt, ou sera complètement faux, quoi. Donc, pour moi, c'est un bon exemple de rester calme, donc, et ne pas prendre parti quand tout le monde doit le faire. Parce que je comprends aussi, donc la pression n'est pas évidente, hein, c'est un truc difficile à gérer, mais en même temps, donc, il est clair pour moi que on doit, euh, on doit rester, donc, euh, tu vois, ouvert à, à, à d'autres, je dirais pas d'autres scénarios, mais au moins on doit rester ouvert les choses se passent d'une façon différente. Et là, je reviens donc sur le mantra Bitcoiner, donc, do not trust, verify. Tu vois, c'est un peu ce qu'il y a derrière ça, quoi, non. Ah oui, merci. Tu as mentionné plus tôt que c'est ton intérêt vers la technologie qui t'a poussé à croire que le Bitcoin éventuellement pourrait placer bien des choses. Et donc, et non l'idéologie qui pousserait la technologie en tant que telle. Donc, sur ton Twitter, tu as une phrase que j'aime bien. El código es ley, ça veut dire le code, c'est la loi. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de Bitcoiners savent, mais toi, en tant que bon, avocat, quelqu'un qui travaille dans le juridique, je pense que c'est encore plus de signification profonde. Donc, comment tu résumerais cette simple phrase, mais qui a plein de significations profondes? Ah, tu vois, pour moi c'est justement la, le, la différence entre le futur et le passé, tu vois. Quand je dis ça, donc, j'ai toujours des gens qui me disent non, mais tu vois, la loi, c'est la loi. Et si jamais donc l'État veut t'envoyer donc la police, ou veut te sanctionner, il le fera. Et c'est vrai, je veux dire, le Léviathan est toujours là, tu vois. Ils ont les armes, ils ont comment dirais-je, la légitimité de la Constitution, ou des lois, et des processus qui sont pris, donc des processus politiques qui sont pris d'accord à ces règles-là. Mais le fait de savoir que le code fonctionne euh, comme il doit le faire, sans avoir besoin d'une règle de l'État, tu vois, c'est là que ça devient très intéressant. Et c'est la question que les gens ne comprennent pas, tu vois. Dire, ils disent, bon, Bitcoin, ça peut servir à rien. Dire, ouais, mais il n'y a pas moyen d'arrêter Bitcoin, tu vois. Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Tu pourras me dire, donc, il n'y a pas moyen de convertir donc Bitcoin à fiat, ou de convertir fiat à Bitcoin, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'État peut rentrer dans le code, ou arrêter le code, ou arrêter les gens qui sont intéressés à avoir un node, non, à courir un node, de le faire. Donc, c'est là, dans ce sens-là, où je dis que le code, c'est la loi, tu vois, parce que une fois que tu as un code, et ce code devient donc un truc qui est reconnu, et c'est un phénomène social aussi. C'est une des choses qu'on reconnaît rarement chez Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est un phénomène social parce que l'idée est tellement puissante, non, que les gens veulent participer dans l'expérience, ou dans le système. C'est que seulement les gens qui participent dans le système sont capables de gérer en quoi consiste le système. Et là, tu vois il y a des gens qui disent Bitcoin as a constitution, tu vois, Bitcoin comme une constitution. Et moi, je dirais, moi, j'aime pas ça, parce que c'est toujours essayer de faire des parallélismes entre Bitcoin et la constitution américaine.
Donc c'est vrai que c'est la coutume la plus ancienne, ils ont une tradition, etc., etc. Mais moi, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est Bitcoin comme une constitution en soi-même, tu vois. Bitcoin as a constitution on itself. C'est-à-dire, c'est la première fois où toi, tu peux exercer donc des droits sans avoir besoin d'un tiers qui doit t'accompagner pour les avoir, tu vois. Et c'est ça qui devient très, très intéressant parce que donc un État fonctionne parce que bien sûr, tu as un pouvoir judiciaire, tu as un pouvoir exécutif, tu as un pouvoir législatif, tu as des policiers qui sont là pour exécuter les lois, mais à Bitcoin, tu as des droits qui fonctionnent sans avoir besoin d'un tiers, tu vois. Donc, tu es le seul à être propriétaire de ton Bitcoin sans avoir besoin donc d'un policier derrière qui soit là, auquel en plus tu dois payer des impôts donc pour exercer tes droits de propriété. Donc, pour moi, c'est vraiment une révolution, comme je te disais, qui va ou qui atteint donc des niveaux donc de remettre en question de la théorie politique, non, la philosophie politique, la philosophie du temps, par exemple. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui passent leur temps à dire comment Bitcoin redéfinit le temps, donc justement pour savoir combien vaut ton temps, etc. etc. Il y a des choses très importantes, mais au moins sur la question de la politique et de savoir ce que la loi ou n'est pas la loi, pour moi, c'est un changement de magnitude, tu vois, de 2, 3, de 10 heures de magnitude. C'est vraiment la première fois où toi, tu peux te gouverner à toi-même et avoir la sûreté de te protéger par tes actions seulement et ne pas dépendre d'un compact social pour le faire, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que le code, c'est la loi, un peu. C'est toute l'idée qu'il y a derrière ça, quoi. Super. Mais bon, tu as mentionné aussi également que bon, l'État peut quand même, par exemple, te mettre en prison. Donc, c'est le Léviathan, c'est encore une réalité. Donc, il continue à avoir le monopole de la violence. Donc, c'est encore possible avec la force, la violence d'arrêter certains individus à transiger avec le Bitcoin d'une certaine manière, ou est-ce que tu crois que ça va être résolu également avec d'autres technologies, avec des technologies d'anonymat ou quoi que ce soit? Comment tu penses que cette ultime faille du Bitcoin qui est le fait qu'on est fait de chair et d'os et que la violence est encore a un impact sur nous? Euh, comment tu penses que ça pourrait être résolu, cette... Ah, là, c'est une super idée. Donc, je ne sais pas si tu as lu un bouquin qui s'appelle The Network State. Euh, c'est, Je me suis fait recommander, mais je vais le ouais, remettre ouais, sur... c'est intéressant parce que ce qu'il dit, donc, disons, un système comme Bitcoin, ça nous permet de faire un peu de bootstrapping. Et là, je demande de ton aide parce que je ne sais pas comment traduire bootstrapping en français. C'est, c'est comment disons, c'est la façon la plus facile de construire donc un réseau donc, qui nous permettrait à un moment Amo- donné, ouais, Google me dit amorcement, donc un juste pour morceau. commencer quelque chose. Pour commencer, ouais, ouais, donc c'est une façon de commencer. Et l'idée derrière la proposition de Network State, c'est donc on est d'accord entre nous, disons Bitcoiners, et on propose à un moment donné qu'un espace sera un espace qui sera contrôlé par nous. Tu vois? Et comme ça, tu peux créer un État à travers tes propres règles qui ne passent pas non plus par une question de violence, tu vois, ou ce qu'on appelle une nécessité de sécession, tu vois. Et ça, on le sait que sauf certaines fois où c'est des processus qui ont été pas violents, normalement, ça représente une révolution, ça représente la guerre, quoi. Donc, pour moi, il y a une façon de le faire et, et, et qui permettrait au moins donc d'essayer de trouver un espace dans lequel on n'a pas besoin, on gère sans besoin d'un État. Donc, pour moi, et pour être sincère avec toi, dans les expériences des villes, même pas des villes, donc des petits villages ou des bâtiments anarchiques qui ont été en anarchie. Je ne sais pas, tu te rappelles de Christiania au Danemark, non? Ou parallèle, c'est en Tchécoslovaquie, en République tchèque, ce petit building là. Euh, non? Je ne connais Bon, pas.
C'est un peu des expériments qui ont fonctionné, mais sur la base de, ou au moins sur la base qu'ils étaient entourés par un État, et disons, l'État était vigilant de qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, tu vois. Et à un moment donné, quand ils ont fait trop de bêtises, il y a l'État qui est intervenu, il y a la police qui est arrivée et c'est fini, quoi. Mais je crois que si on a donc un code qui permet de gérer donc, les interactions humaines, donc les plus importantes, c'est les interactions économiques. C'est pour ça, et c'est marrant, mais tout le monde dit pourquoi est-ce que tu crois que Bitcoin est tellement important? Je dis parce que, donc, si tu m'as pensé, une des technologies les plus importantes pour le monde, c'est l'argent. Hein. C'est la possibilité donc de échanger. L'argent est toujours une partie d'une transaction, donc des transactions qu'on fait toujours, tous les temps. Donc, pour moi, ne pas voir l'argent en soi-même comme une technologie me paraît euh, c'est pas très intelligent. Et d'autre part, donc comprendre que Bitcoin a résolu donc un problème avec l'argent, que c'est un problème de qui peut émettre l'argent, non, et combien d'argent peut être émis pendant une période fixe, devient très important. Donc, sur cette base-là, il est vrai que jusqu'à date, et ça, en plus, on le sait très bien, non, l'attaque avec un marteau de 5 dollars, non, donc pour te retirer tes phrases, ça c'est assez connu. Et ça reviendra encore un peu à cette question. Donc, s'il n'y a pas de violence, il y a pas de contrôle il n'y a pas moyen d'échapper à la violence pour se gouverner. Donc, moi, je pense qu'on pourrait essayer cette théorie du network state, donc l'état réseau, pour savoir si les gens qui sont disposés, donc, ou ils sont d'accord dans de certaines règles minimales pourraient coexister. Non. En même temps, je sais pas si ou on devra faire une différence. Et c'est un peu ce qu'on dit à propos des NFT, tu vois. Il y a pas une connexion entre le monde virtuel et le monde réel. Et donc, c'est là où vraiment on rate donc, la possibilité de faire un changement beaucoup plus important. Quoi. Non. Est-ce que tu crois que si on analyse l'histoire et un peu la situation du Mexique, ça pourrait être un territoire fertile pour ce genre d'initiative? Donc, par exemple, il y a des Zapatistas dans le sud qui ont une certaine semi-autonomie. Bon, il y a la question des cartels aussi, qui sont pratiquement des gouvernements en soi qui gèrent des territoires où la police, l'armée ne peut même pas rentrer. Donc, mais en même temps, la question de la violence joue un grand rôle là-dedans. Donc, et moi, personnellement, il y a beaucoup de communautés dites, euh, bon, j'ai oublié le terme maintenant, qui essaient des petites communautés qui essaient, par exemple, d'avoir une autonomie au point de vue de la nourriture, de l'électricité qui se forment au Mexique. Et bon, tant que c'est pas trop grand et ils sont pacifiques, on les laisse tranquilles. Donc, il y a beaucoup d'initiatives au Mexique. Est-ce que tu crois que potentiellement il y aurait euh, quelque chose à initier au Mexique de ce point de vue-là? Ou... Oui, bon, je crois que comme tu dis, donc il y a des zones qui déjà donc sont dans des dans des situations donc de facto qui permettraient donc de commencer à faire des expériments. Bon, je dirais même pas des expériments, sinon à essayer de trouver des façons alternatives donc d'économie ou de système financier, ça c'est clair. Et là que tu dis la zone autonome de Zapatista, ouais, ça paraît un endroit naturel pour essayer ça, tu vois. Justement, je sais pas, et ça serait une bonne question, savoir s'il y a déjà un bitcoiner qui s'est pointé là-bas pour poser la question. Donc, je sais pas, peut-être il y a déjà eu quelqu'un, donc on sait jamais. Et sinon, ouais, non. Ouais, C'est une ouais, bonne idée de contenu. C'est une ouais, bonne idée ouais, de contenu. ouais, c'est une très bonne idée. Et sinon, d'autre part, donc, moi j'ai vu, et ça,
c'est assez connu. Donc, je connais des gens qui essayent de récréer un peu ce qui s'est passé au Salvador, tu vois, avec des petits, pas des petites, mais des communautés ici au Mexique. J'ai connu un mec qui voulait, et je ne sais pas si tu connais donc Tlatelolco. Tlatelolco, c'est un grand complexe de buildings, cette espèce de HLM ici au Mexique, mais qui sont assez beaux. Bon, c'est là où s'est passée la tragédie de 1968 avec les étudiants. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est introduire Bitcoin donc, comme une monnaie d'échange à l'intérieur de Tlatelolco, tu vois, pour les habitants. Et donc, tu as des commerces, tu as des gens qui changent des produits entre eux. C'est un peu cette idée du bazar, quoi, tu vois, à l'ancienne, quoi, non c'est une très bonne question. Ça fait plus d'un an que je ne sais rien de lui, mais ce serait une bonne idée de lui demander, tu vois. Euh, et sinon, d'autre part, comme tu dis, je crois que le fait d'avoir un État, dans le cas du Mexique, qui permet pas mal de liberté, permettrait d'essayer ou d'expérimenter avec ça. Moi, pour être sincère avec toi, en tant que quelqu'un qui essaie moi, je suis bitcoinaire et là où je vais, je parle de ça. Un des problèmes que j'ai quand j'essaie de parler aux gens, c'est le prix, tu vois. Et c'est là que tu dois commencer donc déjà à devenir un peu plus technique en disant, bon, vous savez, vous pouvez diviser ça, c'est pas seulement donc un bitcoin, etc., etc. Mais une fois qu'ils comprennent ça, donc je crois qu'ils voient les avantages. Et en plus, donc quand tu commences à parler de Lightning, par exemple, non? Ça devient plus intéressant. Mais n'empêche, c'est du travail à faire, tu vois, parce que je connais, et ça c'est marrant, à travers un cousin, je connais des communautés près de Querétaro qui pensent déjà avoir leur propre argent, tu vois. Ici, à la ville de Mexico, c'était une des mairies, la mairie de Álvaro Obregón, je crois, ou de Tlalpan, qui ont essayé de avoir leur propre billet, tu vois, pour des échanges de services entre eux, etc. etc. Et je veux dire, c'est des choses assez marrantes parce que chaque fois que j'entends ça, je dis, mais pourquoi ils ne voient pas Bitcoin, non? Ou ils ne comprennent pas que Bitcoin, c'est vraiment la meilleure option pour ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire, quoi. Mais des opportunités, il y en a, ça c'est clair. C'est intéressant que tu mentionnes ça. D'ailleurs, je suis allé à un festival qui s'appelle le Mariposa Freedom Festival. Donc, c'est une espèce de festival d'anarchistes, euh, de différentes philosophies. Bon, mais étonnamment, ils étaient très avancés aussi d'un point de vue euh, crypto, Bitcoin et tout ça. Et justement, une des monnaies locales, c'est les espèces de monnaies locales qu'ils vont essayer de créer pour circuler. Il y en a une qui s'appelle, peut-être c'est celle-là que tu parles, ça s'appelle le Tumin. Peut-être c'est la même chose. Justement, c'est celle-là, ouais. Mais justement, et là, il y avait quelqu'un sur place qui me disait qu'il voulait digitaliser le Tumin sur un réseau, un blockchain quelconque, mais je lui ai dit, mais ça sert à quoi si ça reste quand même sous le contrôle centralisé de certains développeurs, donc qui peuvent en produire plus. C'est pas nécessairement compréhensible parce que le but, dans le fond, c'est d'utiliser ce genre de monnaie dans plus des lieux défavorisés pour stimuler l'économie locale et que l'argent reste dans l'économie locale. Donc, évidemment que ce genre de personnes ne vont pas avoir nécessairement l'éducation pour comprendre que cette monnaie également pourrait être dévaluée. Donc, je leur ai dit, mais pourquoi Exactement. pas Bitcoin? La réponse est bien plus claire, mais bon, il y a sûrement euh, peut-être c'est bien intentionné ou mal intentionné. Je pense que c'est bien intentionné, mais pourquoi passer à travers ce Un genre de tiers, quoi. monnaie locale avant si le but ultime, ça serait d'avoir quelque chose de plus universel de Bitcoin en tant que tel. Donc, mais bon, c'était Mais, intéressant. mais, mais au moins, tu vois, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec le système financier actuel, tu vois. Ils le savent, quoi. Mais ils ne savent pas comment donc, euh, traduire ça dans une solution qui fonctionne. Et justement, donc, on voit là la beauté de Bitcoin,
ça fonctionne, quoi. Hein. Là, je viens t'envoyer donc le lien pour cette histoire de la mairie de la ville de Mexico qui a essayé de faire sa propre monnaie. Je vais le mettre dans la description. C'est vraiment intéressant, le- les initiatives un peu rebelles partout au Mexique, de tous les points de vue. C'est fascinant. Ouais, ouais. Je connais du monde qui ont acheté plusieurs acres de terre qui essaient de vraiment construire quelque chose d'indépendant. Et c'est le terme que je cherchais tantôt, c'est l'agorisme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est c'est- c'est- c'est pas, c'est pas l'équivalent de l'anarchisme, mais vraiment le but, c'est de manière pratique, poursuivre et utiliser des technologies pour être le plus indépendant possible de l'État. Donc, de tout ce qui concerne l'électricité, la nourriture, mais également le Bitcoin, les cryptos, ça en fait partie. Parce que je crois que, Ouais, et justement, en m'intéressant à ces personnes-là, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment entre les Bitcoiners qui visent une espèce d'état idéal où ils ouais, sont libres avec leur monnaie, euh, euh, y- et entre les personnes qui aiment vraiment, qui poursuivent vraiment la liberté complète d'un point de vue d'autonomie, ouais, d'électricité, tout ça, il y a un pont qui manque entre les deux parce que ceux qui veulent juste cultiver leurs propres légumes, avoir leur propre électricité, ils ne pensent pas au Bitcoin et les Bitcoiners ne pensent pas à ouais. comment. Parce que les Bitcoiners sont un peu hypocrites dans le sens qu'on aime bien parler de nouveau monde, mais on aime bien prendre l'avion, aller à des conférences Bitcoin et payer avec du fiat Ouais, comme si on attendait, dans le fond. On attend, hein, mais on n'agit pas. Donc, je trouve qu'il y a un pont à faire qui manque entre ces deux communautés. Je pense qu'au Mexique, il y a une possibilité de le faire, mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, oui, justement, je crois que les meilleurs clients possibles que pourrait avoir Bitcoin, c'est ce genre de communauté. Comme tu dis, donc, des communautés, par exemple, qui veulent pas des chimiques dans leur récolte, par exemple, non? Donc, que ce soit le maïs, le blé ou autre. Des communautés qui s'opposent donc à l'utilisation donc de sources d'énergie qui sont polluantes, tu vois. C'est justement là où il faudrait donc vraiment atterrir parce que sinon, c'est un peu cette, comme tu disais, donc cette idée de ouais, à bas l'État, mais entre-temps, donc je vais au 7-Eleven donc acheter donc une bière et des chips, quoi, parce que bon, c'est pas comme ça qu'on change, quoi, tu vois. Et c'est un peu, pour revenir à cette idée de Bitcoin et la philosophie qu'il doit avoir derrière Bitcoin, ça devrait changer nos habitudes, tu vois, et la façon dont on conçoit le monde et les services qu'on demande, tu vois. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et peut-être, on voit là le futur, c'est comment construire le pont donc, pour connecter ça, non? Ouais, mais tout le monde est hypocrite. Tu vois, j'utilise Google Meet à place d'utiliser une technologie plus indépendante. Mais bon. Euh, bon, parlons de Bitso parce que euh, je pense que les gens, ça pourrait les intéresser également. Donc, Ouais, tu travailles à Bitso, tu es le chef des responsable des affaires réglementaires. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Ben bon, tout ouais. ce qui a rapport à la loi, j'imagine. Donc, comment tu as commencé dans cet emploi et Ah, comment tu t'es porté? bah, d'abord, je suis rentré dans une autre boîte. Euh, et moi, j'étais le conseiller légal donc à l'intérieur. Et donc, on voit là une chose qui était très intéressante, c'est de comment tu construis un business crypto au Mexique, tu vois. Parce que là, tu as, plein de choses à savoir. C'est comment tu dois te constituer en tant que corporation, quel genre de taxes tu dois payer, toutes les questions donc, qui ont à voir avec la prévention du blanchiment d'argent et, et le KYC. Donc, tu vois c'est comme ça que j'ai rentré. Et ça faisait plus d'un an que j'étais là. Vraiment très intéressant que je te dis parce que euh, c'est un peu à la frontière, tu vois.
on parle de choses que personne ne connaît ou personne s'intéresse même. Donc, déjà, le fait d'aller parler au régulateur essayer d'expliquer ce qu'on fait, tu vois, parce que parfois, ils te disent, bon, vous faites ce que vous voulez, je ne comprends pas, ou parfois, ils te disent, comme je ne comprends pas, vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et de là, donc, je fais un petit saut à Bitso. Et là, justement, c'est pas tellement un rôle d'avocat, c'est plutôt un rôle de parler aux régulateurs, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Et c'est très intéressant parce que là, c'est vraiment se retrouver face à face avec toutes les initiatives qui essaient de réguler le monde crypto d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Je sais très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent qui diront mais il n'y a pas moyen de réguler. C'est pour ça que je suis bien d'accord avec cette idée de monde parallèle non, qui peut exister, le code des lois. Et ça c'est une réalité. Mais en même temps, donc, quand une fois que tu veux connecter avec le système financier traditionnel, c'est là où les autorités peuvent exercer un peu de pression. Donc, vraiment, comme je te dis, un monde nouveau parce que les régulateurs eux-mêmes ne savent pas comment gérer, tu vois. Donc, t'as des pays qui disent il faut interdire, tu as des pays qui disent il faut réguler, tu as des pays qui disent donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc il ne faut pas mêler le système financier avec le système crypto. Et donc, plus ça avance, plus on rend compte que euh, il y a pas y a pas d'accord au niveau international, au moins, pour savoir comment faire face à ça, quoi. Bien sûr, tu as toujours la Banque internationale de paiement qui dit qu'il faut interdire, donc, ou il faut interdire parce que on a besoin d'une monnaie digitale, donc d'une banque centrale. Euh, mais je crois qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Tu vois, parce que et c'est une question assez marrante. Je crois que si jamais on passe à avoir une monnaie digitale d'une banque centrale, ça sera une monnaie qui devrait être ou sera nominée en Bitcoin, tu vois. Parce que l'unité de mesure du système crypto, on veuille ou non, c'est toujours Bitcoin. C'est pas le dollar, c'est pas le franc, c'est pas le franc n'existe plus, mais bon, le franc suisse, mais l'euro, c'est même pas, c'est même pas le yen, tu vois. Et donc, je crois que c'est pour ça que dernièrement, Carstens a dit que donc ils avaient gagné la bataille et tout était bien, quoi. Donc, c'est vraiment, on se lève tous les jours avec des régulateurs qui ne savent pas quoi faire. Et je pense que la SEC est un très bon exemple, non? Ils arrêtent, un jour ils disent que donc les cryptos c'est des actions, mais Bitcoin c'est pas crypto, donc c'est différent, ça doit être traité d'une façon différente. Un autre jour ils disent que non. C'est vraiment des temps très intéressants. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'Étienne a mentionné au niveau de la banque des Bank for International Settlement, Ouais. donc le chef de cette banque s'appelle Augustin Carsten et c'est un Mexicain, on dirait un vilain tout droit sorti d'un jeu vidéo. Je vais faire je vais faire un peu de grossophobie malheureusement, mais bon, à chaque fois qu'il son soute, là, il est prêt à craquer, les boutons vont exploser. Donc, beaucoup de. Et cette banque, d'ailleurs, est reconnue pour avoir eu des liens avec les nazis et tout. Donc, assez spécial comme banque. J'en connais pas plus que ça, mais bon, c'est curieux que le chef de cette banque soit un Mexicain. Tu en penses quoi? Euh, t'as une opinion sur lui? Est-ce qu'il influence beaucoup le- justement toute cette question-là Ah, au Mexique ou? ouais, ouais, bien sûr. Donc, tu vois, c'est marrant parce que donc, le Mexique, après la crise de 94, est devenu l'élève modèle, tu vois, du système financier international. Donc, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale de paiement et la Banque mondiale. Et donc, très orthodoxe dans la façon dont ils gèrent les finances euh, macro. Bon, Carstens, il était ministre des Finances au Mexique, et après ça, président de la Banque centrale au Mexique. Et je pense que c'est là, donc, après comment il a géré la crise de 2008, c'est vrai que le Mexique s'en est sorti
pas très bien, mais beaucoup mieux que d'autres pays. Il a réussi donc à atterrir ce poste-là. Et là, pour lui, c'est très simple. Euh, et il peut pas avoir de concurrence à une monnaie, tu vois, parce que la monnaie, c'est l'expression totale et absolue de la souveraineté d'un pays. Et donc, si on part de ça, bon, et c'est un peu l'approche, c'est dire donc, c'est quoi ou quels sont les avantages que donne une crypto-monnaie? Donc, c'est bien sûr les coûts de pouvoir transférer de la valeur et la façon de gérer ça 24 sur 24. Et donc, les arguments qui disent, donc, si nous, on peut avoir donc un système qui ressemble un peu à une crypto-monnaie, on aura la meilleure chose de tous les mondes, tu vois, c'est-à-dire la confiance qu'en théorie donne une banque centrale, la souveraineté qui est exprimée par cette centralisation de l'argent, et en même temps, donc, tous les atouts d'un système blockchain qui permet de faire des transactions à un coût très très bas et d'une façon immédiate. Et je pense qu'on voit là un peu le résumé de comment ils voient que devraient se donner les choses. Et justement, pour eux, l'idée même d'avoir du Bitcoin bah, ne devrait même pas représenter un problème à long terme parce que les gens euh, vont se rendre compte que c'est plus nécessaire ou c'est plus important, intéressant à voir. Tu vois. Bien sûr, il passe de côté sur l'histoire des 21 millions, bon, un peu moins, mais et vraiment, c'est la première monnaie qui a un cap sur l'émission. Mais disons, c'est un peu le discours qu'il y a. Et bien sûr, ça revient un peu sur comment le Mexique a pris la régulation des cryptos. Ici au Mexique, c'est une régulation où donc, la Banque centrale ne s'intéresse pas aux cryptos. Euh, mais tu peux pas gérer des cryptos si tu es dans le système financier. Donc, justement, le Mexique a, disons, une espèce de système parallèle crypto où tout simplement, ce que tu fais, c'est tu rentres ou tu sors du système à travers des banques ou des fintechs. Mais ce qui se passe à l'intérieur du système crypto est hors de l'intérêt de gouvernement. Donc, tu vois, c'est un peu cette politique des contentions où bah, on veut pas que le crypto rentre dans le système financier, donc ça reste dehors et on ne fait pas attention. Quoi. Non. Je comprends. De ta réponse, j'ai deux questions qui surviennent. Donc, la première, je pense que ce que voudrait éventuellement Augustin Carsten, c'est ce qu'on appelle les CBDC. Même, je ne sais pas s'il il les nomme spécifiquement. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu connais la position du Mexique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des projets? Et ma deuxième question, justement, c'est tu parles de la façon que la loi est gérée au niveau des cryptos euh, au Mexique. Je suis au courant que ben, j'ai plusieurs contacts qui sont en processus ou qui veulent ouvrir potentiellement un service Bitcoin au Mexique. Et pour ça, il faut avoir une espèce de licence spéciale FinTech. Et c'est assez compliqué l'obtenir. Naturellement, un peu à la mexicaine, il faut avoir des bons contacts et aussi, bon, euh, Ah, ça coûte un peu plus cher que. euh, il y a il des y a un coût, barrières, il y a un il coût y a des d'entrée, barrières à disons. l'entrée, ouais, c'est une réalité, ouais, il y a des barrières à l'entrée, ouais. Donc, ouais, c'est ça ma première question. Et d'ailleurs, je crois aussi que Bitso, si j'ai bien compris un peu la structure, c'est que Bitso n'est pas établi au Mexique en tant que tel, c'est une filiale qui est détenue par. Non, Non? OK. non, Justement. Bitso, c'est justement une fintech, mais toute la partie crypto est gérée ailleurs. OK, OK. Justement, parce que tu as cette règle qui sépare donc le système financier du système crypto. Mais en même temps, et ça c'est marrant, ça te permet d'avoir des produits qui, pour lancer dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, prendraient des années. Par exemple, carte de crédit, donc euh, base crypto, non? Je ne sais pas si tu connais, donc il y a une carte qui s'appelle Cressy. Euh, Mhm.
et qui permet justement, donc, t'envoies tes cryptos et il te donne une carte Mastercard et tu payes ce que tu veux, quoi, avec. Et Et, c'est une startup mexicaine qui fait ça ou, ouais, ouais. Ah, OK, intéressant. Ouais, ouais. Super. Ouais, c'est très OK. intéressant et justement, c'est un peu cet exemple de comme il y a pas de régulation, si tu es vraiment crypto, donc tu fais ce que tu veux, quoi. Je comprends. Donc, selon toi, ça facilite, disons, parce que moi, ce que j'ai entendu parmi l'expérience des gens, c'est que c'est assez difficile d'obtenir cette licence FinTech. Ouais. Donc, ça peut être un frein à l'innovation ou justement, vu qu'il y a une barrière à l'entrée, ça peut compliquer Oui, les choses. Mais selon toi, c'est le contraire. Cette non, structure-là permet d'innover. c'est c'est ça dépend du business model que tu veux. Vraiment, ça dépend de ce que tu veux vendre et comment tu veux le vendre. Mhm. Tu vois? Si c'est un modèle comme Bitso, bien sûr, il faut faire la queue et donc et 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 attendre, pas mal de temps pour avoir la licence. Mais par exemple, tu as des business comme Cressy ou attends, je vais te passer un autre, qui s'appelle Swarmy, heu et tu verras que c'est marrant parce que, ils ont besoin de rien, quoi. Tout simplement, tu as besoin d'avoir donc, du code, et les gens donc, disposés à t'envoyer le crypto ou recevoir le crypto, quoi. Intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent même donc le Mexique est un paradis crypto si tu veux pas avoir un business financier, tu vois? C'est marrant. OK, donc tant qu'il n'y a pas nécessairement l'échange entre le fiat ou c'est E ça exact la e partie compliquée? exactement. Si toi tu prends pas ça en charge, il y a personne qui va t'arranger, quoi. Bon, super. Et justement, ma première question, bon, parce c'était une grosse question par rapport au Ouais. CBDC. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à ce niveau-ci au Mexique? J'ai entendu Oui, des bribes que oui, oui, pas donc la banque centrale travaille. Ils ont dit qu'ils allaient avoir un projet au mois de juillet 2024. Donc je pense que ça sera justement avant ou après les élections de 2024 et ben, on verra ce qu'ils proposent parce que, tu vois? Déjà, savoir quelle technologie et c'est la technologie qu'ils vont prendre, donc tu vois? En sachant par exemple que le BIS a déjà fait des essais avec certaines blockchains, apparemment ça n'a pas très bien marché donc ouais, je pense que le défi d'un point de vue technologique est assez important, tu vois? Parce que une question, c'est de dire: «Ouais, je fais ça et je monte ça sur Stellar», non, ou autre. Je fais pas de pub pour personne, mais et d'autre part, c'est vraiment de savoir comment tu vas gérer donc le système financier, le système de paiement d'un pays avec une technologie, quoi, non? Surtout est-ce que en tu sachant penses aussi que seulement pour finir, que le SPEI, donc le système de paiement mexicain est très bon, quoi. Je pense que tu le connais. C'est un peu comme le oui, Pix absolument. brésilien. Ça fonctionne bien, quoi, sincèrement, donc Ouais, pour ceux qui ne savent pas, au Mexique, c'est bien plus facile de transférer de ouais. l'argent à d'autres personnes, de payer des factures. Tu peux payer des factures à l'équivalent d'un dépanneur au Québec. Je ne sais pas comment en France on nomme ça, mais un kiosque ou peu importe. Ouais, un kiosque, ouais, Euh, justement. et moi, d'ailleurs, comment je réussis à vivre en partie avec le Bitcoin au Mexique, c'est que j'ai un contact peer-to-peer. Je lui envoie le Bitcoin, lui, il m'envoie un code, donc un code bancaire spécifique à une banque connue du Mexique, que ce soit Bancomer ou Banorte. Et tout simplement, je vais à un ATM et sans avoir besoin de carte ou de compte avec la banque en question, j'ai la possibilité de retirer de l'argent que lui m'a envoyé avec ce code-là. Donc, sans identification, sans KYC, sans rien. Donc, moi, je trouve ça absolument magnifique. Euh, mais bon, le Canada et tout ça, c'est Ouais, vraiment en arrière comparativement à ça. ouais, donc c'est marrant, donc comment bah, en même temps, il faut reconnaître donc que les systèmes de paiement, sauf bon, le Mexique, c'est un cas spécial, un peu comme, le Brésil, mais le système de paiement n'est pas si, efficace et et rapide que l'on voudrait, quoi, non? Et donc en sachant ça, pour revenir à ta question,
Est-ce qu'on en a besoin? Sincèrement, je pense qu'ils pensent à tous les bénéfices qu'ils pourraient avoir et ça, on le sait très bien. Donc même ça peut représenter un danger pour la banque, pour les banques commerciales. Je peux dire que j'ai des copains dans les banques commerciales qui sont pas très contents avec cette idée de CBDC parce qu'ils disent: «Ouais, attends, si la banque centrale, elle a la possibilité de donner de l'argent directement donc aux wallets des personnes, ouais, pour nous, ça c'est fini. Donc il y a pas de raison pour résister, quoi». Donc ça crée pas mal de, de polémiques dans le système financier. Et vraiment, ça, on en pourrait parler pendant des heures parce que il y Mhm. a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais c'est intéressant qu'au moins, jusqu'à date, la Banque centrale reste dans cette cible de donner un projet en 2024, quoi. Est-ce que tu penses aussi que d'un point de vue culturel, les Mexicains, disons, la plèbe mexicaine, considérant, Le splay, ouais. considérant considérant la culture du cash aussi, ce serait quelque chose de difficile à Ce serait implémenter. très, très difficile parce que donc la quantité on revient un peu à cette histoire que toi tu as connue, donc des marchés complètement organiques, tu vois, donc où tu as besoin de savoir comment, tu as besoin de cash pour faire des transactions. Donc, non, sincèrement, moi je crois que ça serait très difficile à, à, à faire passer. Et seulement pour te donner un exemple, la Banque centrale a fait passer, il y a ça bon, presque 3 ans, un truc qui s'appelle CODI. Et le CODI, c'est système de paiement QR. Tu vois, c'est vraiment une très bonne technologie. Et un peu l'idée, c'était bon, que tu as Cody, une fois que tu as Cody, c'est une espèce de wallet, et tu payes directement donc, chez le dépanneur où tu veux, donc supermarché, et ça va directement, ça débite sur ton compte, sans besoin de passer par un système beaucoup plus compliqué. C'est vraiment comme avoir du cash dans ton portable. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a moins de. Je pense que là, ils sont à 450 personnes, 450 000 personnes qui s'intéressent sur une population de 136 millions. C'est vraiment. Oui, C'est oui. pas bon. C'est intéressant parce que je sais que en Argentine, ils ont peut-être quelque chose de similaire. Et Et là-bas, ça, c'est là, ça très, marche. Ouais. très, très populaire. Mais ici, ça pas. Je sais pas, Et ça a non, pas pris. justement, Mhm. ça part d'un point de vue culturel. Les gens disent non, 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 moi je paye cash, quoi. Donc, parce que c'est un peu un truc. Et ça j'ai vu, donc, j'ai parlé, par exemple, aux gens du kiosque, non? Et alors, ça vous intéresse ça? Ils disent, moi, pour avoir le fisc sur mon dos, mais ça va pas, non? Tu vois un peu, Le- les ouais, incentives ouais, sont pas là, quoi. exact. L'équivalent, c'est, bon, là, ça m'échappe. Le SAT, donc Le stat, ouais, ouais, c'est un peu, le- disons, ben, moi, j'ai pas intérêt à ça, ben, je suis un tout petit commerce, quoi, donc je suis bien comme ouais, ça. exact. Hein. Donc, espérons que la culture mexicaine et l'inefficacité bureaucratique des gouvernements fait en sorte que le projet soit un flop. Moi, j'espère, mais bon, on va voir. On verra, on verra. Ok, Euh, ben, je j'ai sais pas. quelques encore questions. T'es Ouais, s'il te correct plaît, encore? Ouais? Super. vas-y. Donc, juste savoir comment tu te portes à Bitso. Est-ce que, bon, Bitso est présent dans beaucoup de pays en Amérique latine. C'est quoi le futur de Bitso? Bon, t'es pas dans le marketing ou dans quoi que ce soit, mais peut-être d'un point de vue plus de ton point de vue, comment tu vois la compagnie se développer Ouais, pour le futur pour, et tout? pour moi, c'est très important. Nous, on est présent en Colombie, Argentine et Brésil. Et là, après la débâcle de FTX, il reste en Amérique latine Bitso et Binance, quoi. Donc, le panorama, c'est vraiment, ça a changé d'une façon impressionnante dans l'espace de 4 mois, quoi. C'était pas comme ça avant. Et bien sûr, on voit pas les grandes boîtes américaines, donc Kraken ou Coinbase, voulant donc venir au marché mexicain, brésilien ou argentin. Je pense que Coinbase a essayé de toucher base au Brésil, mais je sais pas comment ça se passe pour eux. Donc, bah, c'est marrant, quoi, tu vois.
c'est un marché où on avait pas mal de concurrence il y a de ça 1 an, quoi. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Et donc, pour moi, donc, d'une partie, c'est quels seront les nouveaux marchés à avoir. Tu sais très bien que, par exemple, le Panama a passé une loi crypto. Le Chili vient de passer une loi crypto. Donc, je pense que c'est des marchés importants. Le Paraguay aussi. Et en même temps, donc, quels seront les pays qui offrent les meilleures conditions, surtout pour, je pense, le business institutionnel, tu vois. Parce que là, c'est une question qui est une réalité. Il y a des boîtes qui s'intéressent aux cryptos, quoi. Ça soit pour payer, ça soit pour investir. Je pense que là, il y a un truc à développer assez important. C'est pas seulement le retail, mais maintenant, ça commence à devenir un truc institutionnel. Super aussi, si je me rappelle bien, je pense, peut-être c'est pas avec toi que j'ai discuté de ça, mais on m'a dit que, tout ce qui est côté plus, retail, donc les personnes, des usagers normaux qui achètent, Bitcoin ou d'autres cryptos, ça représente c'est pas la majorité du revenu qui est généré sur Bitso, c'est plus les remittances, euh, qu'on voit pas dans le fond sur le site, mais qui est un service qui est offert plus aux entreprises qui envoient de l'argent entre les États-Unis et le Mexique. Donc, Ouais. c'est un. J'imagine. Est-ce que Ah, tu as c'est quelque chose à. non, mais là, c'est marrant parce que donc, en termes de remittances, qu'on dit en français, je connais pas le nom, donc en espagnol, c'est remesas, non? C'est plutôt retail, tu vois. C'est vraiment les gens qui envoient l'argent pour leur famille. Et là, en plus, là, je suis très fier de dire ça. Donc, avec Bitso, donc, tu as vraiment un changement où les gens payent vraiment, vraiment beaucoup moins que ce qu'ils payent avec d'autres compagnies qu'on connaît très bien. Donc, plutôt pour la question institutionnelle, ça serait plutôt le Brésil, l'Argentine. C'est là où tu retrouves vraiment, c'est justement un truc FX, parce que donc il faut, comme tu sais, le peso argentin est un peu est un peu en problème à ce moment donné. Donc les Brésiliens, donc et les boîtes brésiliennes et les boîtes argentines utilisent donc nos systèmes justement pour une question de FX. C'est là où vraiment on voit plus d'utilité en termes institutionnels. Euh, côté remittances, ça reste encore un truc pour les gens, pas tellement pour les entreprises. Et entre les institutions, c'est quoi qui est plus utilisé? Est-ce que c'est les stablecoins ou c'est quoi que vous utilisez dans le cœur de votre technologie justement Bah, pour faire les transferts? ça dépend, mais celle qui fonctionne pas mal, c'est XRP. Mhm. Ripple. Intéressant. Ouais. Euh, bon, d'un point de vue Bitcoiner, évidemment, j'imagine comment tu réconcilies, par exemple, le fait, je ne sais pas si tu es maximaliste en tant que tel, comment tu réconcilies justement travailler dans une boîte qui peut offrir des cryptos qui ne s'alignent pas avec l'idéologie Bitcoiner à fond? Moi, personnellement, depuis que je travaille à Bitrefill, je me suis adouci un peu dans mon idéologie. Euh, Surtout, par exemple, d'un point de vue des stablecoins et tout, sachant que ça aide vraiment les gens. Donc, qui suis-je pour juger vraiment qui utilise quoi pour améliorer sa vie? C'est Euh, justement ça. Et quand tu vois donc que Bitso a maintenant le 7% du marché des remittances, et ça représente les gens donc conservent 30, 40, 50, $60, tu vois, par, euh, mhm. par envoi. C'est énorme. C'est énorme, et ça fait une différence, tu vois. Là, c'est vrai que bah, on n'est pas des héros non plus, non, mais tu vois, mais c'est vrai que c'est un peu la promesse d'avoir un système financier beaucoup plus inclusif, tu vois, et d'aider les gens. Je comprends. Et d'ailleurs, justement, pour ceux qui écoutent, moi-même, j'ai été un peu étonné par le salaire moyen ou le salaire minimum au Mexique, par exemple. Pour quelqu'un qui a jamais réalisé à quel point c'est bas, ça peut paraître impossible de vivre, par exemple, avec
Bon, le salaire minimum, c'est environ 6 000, 7 000 pesos par mois, si je ne me trompe pas. Donc, environ, euh, environ 400 dollars, ou peut-être un peu moins, par mois. Donc, comme tu as dit, 60 dollars, c'est absolument énorme. Mais bon. Moi, j'ai une demande pour Bitso. J'ai été importuné par ça l'autre jour parce que c'est de mettre Lightning. Donc, je ne sais pas s'il y a des plans pour mettre Lightning Network, mais ce serait bien de pouvoir déposer rapidement du Bitcoin. J'amène ta plainte avec le boss, quoi. Ok. Je peux en parler d'un point de vue customer, Ouais, bien sûr, client. ouais. Non, tu vois, c'est un truc que j'aime bien dans l'industrie crypto et surtout chez Bitso, il faut toujours faire attention à ce que les gens disent, et ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, quoi. Parce que Mhm. c'est comme ça que ça se construit, tu vois. C'est important, c'est très important. Donc, tu as un peu répondu à la question. Euh, euh, les remittances, c'est une façon de s'incruster un peu dans le Bitcoin et les cryptos dans l'univers de l'Amérique latine. Mais est-ce que tu as d'autres visions par rapport au Bitcoin ici, plus d'un point de vue investissement? Ici, les gens sont assez réticents à investir dans des actifs digitaux. C'est plus la philosophie de l'investissement immobilier qui est encore maître, je dirais, ici. C'est plus Ouais. important d'avoir une terre ou une maison Oui, que tu des vois, actions. moi, je dirais que il y a des efforts importants pour essayer de faire de, des plans de retraite base Bitcoin. Je connais des projets déjà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu comme dire aux Américains, donc arrêtez d'investir au 401k, non? Et commencer à faire du DCA sur Bitcoin. Ça se permettra d'avoir X quantité d'argent dans le futur. Et ça, s'il y a des projets. Et en même temps, il y a des projets qui essayent de combiner Bitcoin avec l'immobilier, tu vois. Je ne sais pas, tu connais Tandas et Vivienda? C'est un bon copain bitcoiner. Et le mec, ce qu'il fait, c'est une espèce d'hypothèque base Bitcoin. Donc, et comme ça, il pense que lui, bien sûr, c'est un business model qui vient de développer à peine, mais il est convaincu que comme ça, donc, les gens donc, comprennent l'importance d'avoir du Bitcoin et en même temps la possibilité d'acheter un immeuble avec. Donc, tu vois, c'est marrant parce que si bien c'est pas répandu partout, ça reste, ça commence à devenir un truc assez, assez, assez répandu, tu vois. Et seulement pour te dire un peu cette idée de les gens qui sont tentés par le Bitcoin. Et bien sûr, je comprends que le modèle, c'est pas le modèle idéal en tant que Bitcoiner. Donc, not your keys, not your coins, je comprends. Mais par exemple, tu as maintenant des grands systèmes de paiement comme Mercado Pago, par exemple, qui te permettent d'acheter donc une exposition à Bitcoin. Bien sûr, ils ne donnent pas ton adresse. C'est un truc en custodie. Mais, mais n'empêche, ça permet donc à n'importe qui d'être exposé à Bitcoin. Tu vois, et voir ça comme un investissement. Donc, petit à petit, ça s'améliore, quoi. Super. J'ai quand même vu des statistiques, ça reste très marginal. Même aussi, tout ce qui est investissement dans des actions, c'est seulement en train de commencer, je pense, au Mexique, à avoir des espèces d'applications qui te permettent d'investir dans la bourse et Voilà. tout. Donc, c'est sûrement avec la technologie plus, je veux dire, les Mexicains aiment très bien les applications, et Elle est la portable. Ouais. gamification des trucs, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment avec la technologie, l'innovation que ça va changer. Mais bon, ça reste à voir. J'ai une dernière question pour toi. Ouais, s'il te plaît. Euh, euh, je suis juste curieux, c'est quoi ton opinion par rapport les gens comme moi, les expatriés qui viennent s'établir au Mexique? Bon, ton père lui-même en est un, donc je pense que ça donne un bon exemple de ce que ça peut donner au Mexique.
des étrangers qui viennent s'établir et tout. Ah, Et moi, ouais. ouais, s'il te plaît, ouais. Oui, parce il y a des personnes qui commencent, par exemple, en bon québécois, on dit chialer. Donc, euh, par exemple, au Mexique, il y a de la gentrification avec tous les gringos qui débarquent et tout. Donc, je me demandais c'était quoi ton opinion et s'il y a des personnes dans l'éditoire qui hésitent à faire le move, de le faire ou non. Donc, Ah, bah, une super question. Donc, d'abord, pour que tout le monde sache, le Mexique a une très longue tradition de recevoir des gens. Nous, on a reçu donc les réfugiés espagnols de la guerre civile, les réfugiés donc du Chili avec Pinochet, tu vois. C'est comme ça. Et non, vous êtes toujours les bienvenus, tous. Il y a de l'espace pour tout le monde ici. D'autre part, la quantité de gens, donc de première ou deuxième ou troisième génération, qui sont importants, qui viennent, soit des étrangers ou des enfants d'étrangers, est très importante pour le Mexique. Et seulement avoir les noms-familles, tu te rends compte, quoi, non? C'est un pays qui accepte beaucoup la, l'immigration. Et en plus, comme tu as dit, il y a une culture tellement forte que on a tendance à assimiler les étrangers, tu vois. C'est un peu le feeling. Et cette dernière question bon, il y a eu certaines gens qui, bon, il y a des gens qui se plaignent un peu dans les réseaux sociaux sur ça. Ça me paraît une minorité. Et en plus, ça me paraît une minorité sur un quartier spécifique de la ville de Mexico, tu vois. Donc, euh, sincèrement, il y a de l'espace pour tout le monde. Vous êtes toujours les bienvenus. Et surtout, donc, n'allez pas dans ce quartier-là. C'est la Condesa. Il y a plein de coins très jolis dans la ville. Et vous serez très bienvenus sans problème, quoi. super, je peux témoigner. Je me suis toujours fait accueillir par les Mexicains très chaleureusement. Donc, ils sont très contents d'entendre quand quelqu'un s'établit au Mexique. Et je pense que ça va continuer. Et c'est important aussi, évidemment, de s'intégrer si tu veux vraiment construire une nouvelle vie ici. Donc, apprendre l'espagnol et la Oui, culture. mais tu sais très bien que c'est pas non plus. Donc, on va pas te jeter un niveau light, tu vois. Donc, Absolument. Non, mais je parle peut-être d'un point de vue plus personnel. ah, ok, Moi, ok. moi, c'est important pour moi pour bien vivre ici, d'être aussi en communion avec la culture mexicaine. Plus dans ce sens-là, j'imagine. Euh, euh, je pense qu'on a. C'est très cool de parler avec toi. Ça paraît que tu es français. Des sujets dérivent facilement vers d'autres trucs. Donc, c'était vraiment plaisant. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin. Euh, euh, Bah, avant tout, donc, dire à mes amis du Québec que j'ai vécu à Montréal pendant 4 ans. Donc, j'adore le Québec et j'adore Montréal. D'autre part, donc, bah, peux-tu dire à tout le monde. sacrer, tu peux-tu sacrer en québécois pour l'audience québécoise, s'il vous plaît? Tu veux que je dis un juron en québécois, non? Ben, si t'es pas gêné, tu peux y aller. T'es pas obligé. Bah, un style tabarnak. Donc, je pense. C'est parfait, ça. Ouais. C'est parfait. Ouais, ouais. Et, pour que tu saches, donc j'étais là la dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, donc en 93. Oh, wow, OK. Ouais, ouais. Je t'ai pas mis encore. Ouais, bon, imagine-toi. Donc, ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à un match au Forum. Donc, bah, c'était le Forum encore, imagine-toi. OK. Donc, Ah, ouais, wow, mais OK. ouais, ouais, j'adore Montréal. J'adore. Super, super. Ben, merci beaucoup, Étienne. C'était Étienne de Bitso. Euh, C'était vraiment un plaisir. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Massiège.